No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Alors, nous voici dans le deuxième épisode de Passionnez-nous. Je vous rappelle le principe, on invite des gens pour parler. Le but, c'est de faire parler notre invité le plus possible. Alors, il n'est pas seul pour parler, ne vous inquiétez pas. On va l'aider par des questions très ouvertes qui lui permettront de réfléchir et de développer ses réponses. On dirait une consigne, une consigne d'exercice, mais tout va bien. Alors aujourd'hui, on accueille Monsieur Dambren. Je vais vous poser une toute première question qui n'est pas en lien avec le thème que l'on a choisi pour cet épisode. Qui êtes-vous, Monsieur Dambren ? Alors, j'enseigne l'histoire géo depuis une trentaine d'années et en particulier au lycée Lascaz depuis septembre 2000. Donc, c'est 24e rentrée. Voilà. En dehors de ça, je suis un amoureux, en plus de l'histoire, de l'art en général, toutes les formes d'art, et en particulier la musique classique, le baroque, le classique, le romantique, voilà. Donc, je suis un fanatique des salles d'opéra. Je vais souvent au Capitole. Je vais à la Logrin de Toulouse pour l'Orchestre national du Capitole, donc la musique symphonique. Et puis alors après, des abonnements à différentes formations de musique de chambre, de piano en solo, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment la passion. Mais après, en dehors de ça, vous me mettez dans un musée, c'est parfait. Sur un site archéologique, c'est encore mieux. Voilà, c'est voilà, les passions. Et puis, j'aime bien le cinéma. Et même les séries télé. Voilà, donc ça peut aller de, je ne sais pas moi, une vieille série comme Le Prisonnier, je ne sais pas si vous connaissez, de la fin des années 60, qui a vraiment été une grande série de la fin des années 60 avec un acteur qui s'appelait McGowan, ceux qui se souviennent de cette boule blanche qui arrêtait, qui était représentée les forces de police. Et puis ça peut aller de, je sais, Game of Thrones ou Doctor Who, série britannique, l'immense série britannique. Voilà. Vous êtes passionné par de nombreux domaines et notamment celui du coup de l'art. De l'art. En plus de votre profession. Oui, vraiment. De professeur d'histoire, etc. Et ouais, par exemple pour le ciné aussi, j'aime bien je sais pas, Kubrick, Hitchcock. Très éclectique. Ce genre de nom. Dans les choix. Ouais. Complètement. Alors nous, on a choisi de restreindre sur un seul domaine, sur un seul thème pour cet épisode. Alors ce thème, on l'a choisi, ce sera celui du silence. Et on vous a demandé de choisir une citation en lien avec ce thème. Qu'est-ce que vous nous avez ramené ? La citation, c'est pas si simple. Il y en a beaucoup. Il en existe beaucoup sur le silence. Le silence est d'or, par exemple, ou la réponse à faire aux imbéciles, c'est le silence. Bon, quand on est enseignant, non, cette citation. Donc moi, je dirais, en cas d'hésitation, choisir le silence. Moi, elle me plaît bien. C'est-à-dire que je préfère me taire, réfléchir, plutôt que de dire des bêtises. Donc, le problème, c'est on le reverra, je pense, dans les questions, c'est qu'on a un monde dans lequel il faut donner des réponses immédiates. On est dans un monde de bruit, un monde de communication, voilà. Et ça me semble bien parfois de se poser, d'arrêter, voilà, de se taire et de réfléchir posément pour mieux répondre, pour mieux réfléchir, pour être plus créatif aussi. Voilà. Carrément, on va prendre ce temps-là aujourd'hui, alors moins sans silence, mais on va prendre ce temps-là pour réfléchir aux questions. Et je vous propose directement d'enchaîner sur la première des questions qu'on a choisi de vous poser, une question très simple au final. Pour vous, c'est quoi le silence ? Alors c'est un peu paradoxal de parler du silence, mais alors le silence, c'est quoi ? C'est l'absence partielle ou totale de son, mais
Mais globalement, ça veut dire plutôt pour soi de ne pas parler. Voilà, d'être un petit peu plus à l'écoute des autres. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Alors, c'est bien tombé, hein, qu'on m'ait donné ce sujet, c'est parfait. Moi, j'aime le silence, hein, en plus de la musique. J'aime bien le silence quand je marche. euh, j'aime bien j'aime bien le silence. Ça me permet ouais, de m'échapper, de rêver par les promenades ou quand je lis des bouquins. Alors là, c'est quand même l'activité numéro un, hein, pour le prof d'histoire, hein, enfin, ou de lettres. Hein, on lit énormément. C'est impressionnant. Enfin, moi, j'ai une bibliothèque, les murs sont couverts de livres. Donc voilà, je lis du polar, de la science-fiction, et des bandes dessinées et des bouquins d'histoire, quand Forcément. même. Voilà. Et la lecture et le silence, pour vous, du coup, c'est complémentaire? Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, quand je lis, il n'y a pas de bruit. Je mets pas de, je mets pas de fond sonore. Il n'y a pas de, il y a pas de musique ou il n'y a pas de radio ou de télé. Non, c'est vraiment dans le silence. Et le silence, je le recherche aussi quand je vais marcher, dans la nature, etc. Ça, c'est voilà, on sent mieux la nature. Voilà, c'est un petit peu comme Jean-Jacques Rousseau, les rêveries du promeneur solitaire. Voilà, il trouve qu'il crée un rapport presque symbiotique avec la nature et c'est bien. Et j'aime bien ça, donc, par le silence. Parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi de se demander, est-ce que les bruits du quotidien, est-ce que ceux qu'on entend un peu tout le temps, hein, voilà, là, j'imagine le son des oiseaux quand on parle de la nature ou Mm. le son, je sais pas, d'une route quand on est chez soi, est-ce que ces bruits-là, ça rentre dans le silence ou est-ce que c'est une forme de bruit? Qu'est-ce qu'on considère de ce qui est le silence et de ce qui ne l'est pas? Et voilà. Ça dépend ce qu'on considère comme ce qu'est le silence. Enfin, moi, je, moi, je trouve que les bruits extérieurs de la nature, etc., ça met mieux en évidence une sorte de silence intérieur. J'aime bien arriver à ça, une forme ouais, de sérénité. D'accord. Mm. Je suis pas un bonze, hein, voilà, je suis pas bouddhiste, mais voilà, on peut arriver à ce biais-là, la sérénité, une forme même de bonheur par, voilà, en se repliant un petit, enfin pas se replier sur soi-même, mais voilà, en ne parlant pas, en ne produisant pas de bruit, on est plus à l'écoute du reste du monde, des Mm. bruits du monde. Et je C'est une trouve que sorte c'est de contemplation un oui, peu. je Ouais. trouve, voilà. Complètement. Alors pour reprendre, enfin pour continuer sur le rapport qu'a le silence à l'être humain et notamment à nos rapports entre humains, euh, des fois on considère le silence comme quelque chose de gênant, comme quelque chose qui est source de malaise. Alors pourquoi est-ce que d'après vous, voilà, le silence peut de temps en temps mettre mal à l'aise? Alors ça, ouais, il peut mettre en place un malaise, surtout quand il y a quelqu'un d'autre en face de soi. En fait, voilà, le silence quand on est seul, c'est pas très dérangeant. Mais quand on est à deux, trois, plusieurs personnes, ouais, le silence peut avoir quelque chose de dérangeant. Parce qu'en fait, ça peut montrer alors, plusieurs choses. Ça peut être la difficulté de communiquer. On n'arrive pas à communiquer avec les personnes avec lesquelles on se trouve. Ça peut être, ça peut être de la colère aussi, hein, parfois, hein, où on refuse, on refuse de participer à la conversation parce que ce qu'on entend, ça choque, ça révulse, ça, voilà, enfin, je sais pas moi, des propos homophobes, racistes, etc. Moi, j'avoue que j'ai parfois un peu de mal, et surtout quand on se rend compte que la personne en face de soi, elle va refuser de changer d'avis et que le niveau sonore risque de monter. Donc parfois un petit peu la meilleure réponse faire aux imbéciles, c'est le silence. Ouais. Mm. Donc ça peut créer quelque chose de gênant. Mais je pense que c'est le problème aussi parfois de la difficulté de communiquer avec l'autre. Mm. Et du coup, est-ce que ça veut dire que le silence sert pour communiquer, hein?
C'est la question que je me posais et tout. C'est-à-dire qu'on peut transmettre un message par le silence. Est-ce que le silence Ouais. est éloquent en quelque sorte? Ouais, il y a une forme d'éloquence. Ouais. Ouais, carrément. Ouais. Euh, même parfois en cours. Ah ouais? Ouais. Je le fais pas souvent, mais s'arrêter de parler, Ça permet jeter de. un regard mauvais, etc. Et ça peut être aussi fort qu'une longue tirade. Moi, je l'ai déjà pratiqué. Et je l'ai déjà subi même en tant qu'élève, il y a longtemps. Voilà. Un enseignant te regardant droit dans les yeux, rien dire. Et quand ça dure 1 ou 2 minutes, là, le silence devient carrément oppressant. Hmm. Donc, ouais, il peut y avoir une force hein, d'éloquence du silence, je trouve. Un silence oppressant, quoi. Oppressant. Ouais, Ouais. carrément. Et alors, toujours en comparant la parole et le silence, est-ce qu'on peut dire qu'une révolte silencieuse, ça existe? Et son opposé, est-ce qu'une soumission bruyante, ça existe? C'est possible, oui. Révolte silencieuse, oui. On sait que, par exemple, Gandhi l'a pratiqué en Inde. Ils appelaient ça le hartal. Hein, c'est le nom qu'on donne aux grèves. Et en fait, hein, ils s'asseyaient dans la rue. Des milliers et des milliers qui s'asseyaient dans la rue, qui ne bougeaient plus, qui ne parlaient pas. Il y avait ce silence. Et les forces de police étaient dans l'incapacité de réagir parce qu'en fait, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas. Et je trouve que ça, c'est fort. Mais c'est vrai que globalement, une révolte, c'est quand même plutôt bruyant. Forcément. Ouais. Il y a une colère. Il y a une colère, il y a de la frustration, et donc ça s'exprime. Voilà. On peut avoir des mouvements de révolte silencieux aussi. On le voit encore aujourd'hui quand on a je sais pas, un enfant qui est tué, etc., par les forces de police. On va avoir la population de la ville qui va descendre la rue principale de manière silencieuse. Ça a un impact, ça a un véritable impact, plutôt que de lancer des cris. Je trouve que c'est bien plus fort. La soumission, pour moi, elle est silencieuse, plus que bruyante. Moi, comme historien, j'ai le souvenir de la photographie de ce Français à Paris en 1940 et qui pleure, et sans rien. Voilà, les larmes coulent. Et en fait, il voit passer les chars nazis. La France a été battue, l'armée nazie est dans Paris. On est au mois de juillet 1940, et il y a une sorte de peine là, voilà. Et donc, il peut rien faire. Il est complètement impuissant. Voilà. Donc, et là, ça se fait, oui. Là, ça se fait par le silence. Voilà. Oui, c'est comme un aveu de défaite, oui, Exactement. carrément. On abandonne. Si on n'a plus rien à dire, c'est un peu qu'on a perdu en quelque sorte. Ouais. Et du coup, si le silence est autant puissant, si le silence peut être aussi éloquent, est-ce que du coup le droit au silence est aussi important que par exemple le droit à la parole? Ouais. Oh oui. Face à des politiques, par exemple, se taire, c'est une bonne chose. Parce que je trouve que les politiques, les dirigeants, etc., c'est des champions des techniques oratoires. D'accord. Et eux, ils sont prêts à vous lancer dans un débat parce qu'ils savent qu'ils vont l'emporter. Pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils maîtrisent mieux, parce qu'on leur a appris toutes les techniques oratoires, le mot qu'il faut placer au bon moment. Je trouve que le fait de refuser de parler, hein, c'est en fait d'une certaine manière empêcher ces politiques ou ces dirigeants de profiter justement de la parole. Et ouais, c'est une arme, ouais, ça me semble une arme. Refuser de parler, ça peut être aussi résister.
Donc depuis tout à l'heure, on parle un peu de silence, etc. Est-ce qu'on peut détecter au final plusieurs formes, plusieurs sortes de silence? Mm. Et si oui, c'est quoi votre silence préféré? Alors, les formes de silence, ça peut être la colère. On, ne- on va se taire pour ne pas exploser. Voilà. Ça peut être aussi pour le deuil. Marquer, hein, le deuil par le silence. Hein. Certains peuvent exprimer le deuil par la douleur, les cris, etc. Mais d'autres le font par le silence. Je pense notamment aux juifs, hein, qui refusent que, par exemple, on fasse des prières dans les camps de concentration et d'extermination. Il y a quelques années, il y avait eu un couvent catholique qui voulait s'implanter à côté d'Auschwitz et la communauté juive a refusé en disant non, nous, on fait le deuil par le silence. Donc voilà, ça peut être aussi, oui, parce qu'on se désintéresse aussi. Mm. Quand je vois, moi, des personnes, des amis ou collègues qui commencent à parler de matchs de foot ou de rugby, enfin, vous connaissez ma passion hein, pour le sport, moi, je me tais. Je n'ai rien à dire. Je m'en désintéresse, mais complètement. Voilà. Euh, il peut y avoir aussi hein, simplement le silence pour se retirer, pour se mettre un petit peu à l'écart. On peut observer, etc. C'est celui que je préfère. S'il y avait un silence ouais, que je préfère, c'est celui-là. Être côté la position de l'observateur, euh, euh, quitte à même reprendre la parole de temps en temps, mais me mettre un petit peu sur le côté. Mm. D'accord Ce que je ne peux pas faire en classe. Oui, Ce qui est impossible à faire c'est en sûr. classe. Ah, nous, on est présent en permanence. Et ça, j'en ai besoin. Hein, le fait de devoir toujours parler, c'est pas quelque chose qui me vient naturellement. C'est pas quelque chose qui me vient naturellement. Donc, j'aime bien, moi, extraire. Même avec des amis. Mm. À 4, 5, 6, là, on discute et à un moment, pof, moi, je vais les laisser parler tranquillement, discuter. Je les entends et ça me va très très bien. Et j'interviens de temps en temps, pas souvent. Voilà. C'est voilà, ce type de silence que j'aime. Alors c'est vrai que voilà, ce silence-là qui permet de se mettre de côté et d'observer, bah, vous n'avez pas vraiment la possibilité de l'exercer en tant que professeur. L'élève, en revanche, lui, il doit se taire en quelque sorte, hein, c'est une sorte d'injonction en même temps. Pourquoi est-ce que le silence de l'élève, c'est important? Ah, ça, c'est important pour la qualité d'écoute, hein, pour récupérer le maximum d'informations. Euh, Même si on essaye quand même de faire participer, on essaye de faire interagir, on pose des questions. Mais c'est vrai que la qualité première, je pense par exemple en histoire-géographie, c'est l'écoute. Parce qu'en fait, nous, enseignants, on apporte une masse d'informations quand même assez importante. Et il faut cette qualité d'écoute. Voilà, il faut ce silence. Hmm. Voilà. Mais pas complet, heureusement. J'imagine. Et donc voilà, on a parlé de votre première caractéristique en tant qu'invité, notamment en tant que professeur. Vous êtes aussi un grand amateur d'opéra, de musique. Est-ce que cette Oui. passion, pour vous, elle a un lien avec le silence? Oui, complètement. Je réfléchissais et bah, déjà dans la notation musicale, on a des temps de silence, on a les pauses, les soupirs. Hein. Il n'y a pas que seulement que les notes. Hein. Et puis la musique que j'aime, donc moi c'est plutôt un peu le baroque, mais c'est surtout le classique. Je sais pas, Beethoven, Mozart, c'est aussi un peu le baroque avec Bach, c'est les opéras avec Wagner. Voilà, ça c'est ce que j'aime. En fait, il joue sur le silence. Il joue sur des crescendo, des décrescendo, la musique qui va monter très très fort, ou au contraire quelque chose de pianissimo. Euh, Ça, on le retrouve. On le retrouve beaucoup dans la musique de chambre, quand on a 3,
4 instruments, un trio ou quatuor. Enfin, vraiment, on entend parfaitement les instruments et on entend autour on devine ce silence. Euh, et c'est assez net. Un de mes derniers concerts auxquels j'ai assisté, donc la semaine dernière, c'était donc un pianiste qui a joué du Jean-Sébastien Bach, une œuvre qui s'appelle Les Variations Goldberg. Donc ça commence avec un petit morceau, un air, très doux, 30 variations, et puis on reprend le même air à la fin. Et donc ça commence très doucement, et puis après, on a des morceaux calmes, plus virtuoses, plus tristes, plus joyeux. Et à la fin, on a le même air qui est repris, et, euh, et j'ai le souvenir du silence complet qu'il y avait dans la salle. D'accord. Et ça arrive pas si souvent, mais dans les concerts classiques, ça arrive. Quand ça arrive, là, c'est un moment de grâce. Voilà. Donc le silence, là, il est vraiment présent. Euh, je pense aussi à un de mes compositeurs préférés, Beethoven. Beethoven, lui, il a commencé à devenir sourd à partir de 27 ans. 27 ans, il a commencé à perdre l'audition et à 44 ans, il était totalement sourd. Et ben, de 44 jusqu'à sa mort, il est mort à 56 ans. Les 12 dernières années, il a composé les pièces de musique les plus phénoménales de son œuvre. Voilà, la 9e de Beethoven, les derniers quatuors, les dernières sonates pour piano, vraiment des œuvres exceptionnelles. Et il était complètement sourd. Donc il a pensé la musique. Il ne pouvait plus l'entendre, mais il l'a pensé. Et, euh, et ce type de pensée et de réflexion, ça ne peut venir que dans le calme, le silence. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. C'est vrai qu'on a cette Mm. idée aussi du silence qui vient par un moment de sidération, carrément, Exactement. complètement. Ouais. Ouais. Bien, je crois qu'on arrive à la fin de cette interview qui a été D'accord. bien autre chose que silencieuse. Ouais. C'est parfait. Eh bien, je vous remercie pour votre participation à notre émission, Monsieur Dambren. Je remercie C'était les gentil. auditeurs de nous avoir écoutés et d'être revenus sur notre deuxième émission. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine fois.